Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo sur Meet. Elle commence une série de vidéos pour ce mois-ci autour de la préparation physique. On est parti à la rencontre d'un préparateur physique, du coup Mathieu, qui va nous aiguiller et qui va nous parler de son expérience en tant que préparateur physique et coach. Un moment qui, je pense, va être hyper intéressant. Donc, c'est parti. Mathieu, bienvenue sur Meet. Ravi, ravi Bonjour. de t'accueillir parmi nous. Donc, du coup, je vais présenter le sommaire rapidement pour tout le monde. Partie 1, du coup, présentation, comme d'habitude, présentation perso et historique. Partie 2, les essentiels pour toi en préparation physique. Partie 3, on va parler de quelque chose en donnant des exemples pour donner du sens. C'est quelque chose qui me tient vachement à cœur, c'est le triptyque alimentation, hydratation, récupération, ce que tu as pu vivre toi en tant que préparateur et coach. Et la dernière partie, tout ce qui tourne autour de la charge d'entraînement et qu'elle soit donc physique et mentale. Voilà. C'est des notions qui peut-être parfois sont un petit peu pas oubliées, mais méconnues, tu vois. Et donc, je pense que ça va être intéressant d'échanger ces sujets-là. Donc, du coup, je te laisse te présenter à tout le monde. Donc, Mathieu Wagner, j'ai 40 ans. Je suis préparateur physique depuis plus de 15 ans, principalement dans le milieu du tennis. J'ai été également, bon, je suis toujours DE tennis, mais je n'enseigne plus au niveau tennis. Et voilà, donc j'ai commencé à 12 ans le tennis, la pratique. Je suis monté au mieux, j'étais un 6. Et puis très rapidement, j'ai voulu vraiment aller vers l'enseignement. Donc j'ai passé mon DE très rapidement. Après, j'ai fait des études de STAPS où j'ai fait ma licence. Et puis après, je voulais me spécialiser dans la préparation physique. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, nous, au club à Sarreguemines, dans la région du Grand Est, on était plusieurs joueurs, on était vraiment tous passionnés Mm. et on faisait du sport toute la journée, mais c'est vrai qu'on était souvent blessés Ouais. et on ne savait pas forcément, le coach qui nous entraînait ne savait pas forcément quels exercices il devait mettre en place pour le travail préventif Ouais. par rapport à l'activité tennis. Donc, c'est pas de sa faute, il avait le DES, mais peut-être que dans la formation, il n'a pas appris ça. Et donc, forcément, j'ai voulu comprendre et quand on ne le vit pas et quand on n'a pas toutes les connaissances, c'est compliqué de savoir pourquoi est-ce qu'on a mal là. Mm. Et après, le staff médical, c'est vrai que on est allé voir un staff médical, mais on n'avait pas forcément toutes les réponses. Donc voilà, donc c'est pour cette raison que j'ai voulu vraiment me lancer vers la prépa physique. C'était également mon point fort, on va dire, sur le cours par rapport à la technique. Mm. Voilà, donc je jouais vraiment sur ce point-là. Et après, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai fait de la prépa physique dans ma structure. Et rapidement, en fait, j'ai intégré l'académie de Patrick Mouratoglou à Paris, où je suis resté à peu près une dizaine d'années. Voilà, où j'étais chargé au début du physique des stagiaires. Mm. Et assez rapidement, je suis allé vers les joueurs de haut niveau professionnels et j'ai commencé à voyager sur le circuit au bout de quelques mois où j'étais là-bas. Et j'ai fait ça pendant à peu près une dizaine d'années au sein de son académie. Et du coup, Voilà. à ce moment-là, tu as quel âge? Alors, les années, je vais dire, quand j'ai commencé à voyager avec Patrick, je dirais que j'avais à peu près 25 ans à peu près. Ouais, ouais. Petit entracte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté
qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Donc, je n'avais pas du tout, on va dire, l'expérience Ouais. que j'ai maintenant. Mais on peut pas se tromper non plus quand on est en charge de sportifs professionnels. Je veux dire, on ne peut pas se tromper malgré la faible expérience. Il faut, parce que bon, je veux dire, la mise en place de certains exercices, si le choix est mauvais, si le moment il est mauvais, le nombre de répétitions est mauvais, on peut soit le blesser, soit l'exercice peut être néfaste à sa performance s'il y a un match qui est plus ou moins éloigné de la séance. Donc, c'est vrai que tout ça, c'était pas évident. Et puis, bon, après, c'est vrai que on devient de plus en plus précis dans les entraînements. Et c'est vrai qu'on progresse tous les jours parce qu'on cherche. Et chaque joueur est différent, donc avec des situations différentes, des profils différents. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Je vois. Et justement, tu vois, si on rentre dans le détail de comment ça se passe quand tu es préparateur physique sur le haut niveau, comment tu arrives à gérer les tournois, tu vois? Parce qu'au final, peut-être qu'il y a certaines périodes, c'est qu'ils enchaînent vachement de tournois et du coup, tu n'as peut-être pas le temps, toi, de travailler comme tu voudrais physiquement, ou ils te dédient des périodes où c'est que tu leur dis, ben non, là, tu ne fais pas de tournoi, mais par contre, tu vas travailler sur ça. Ou comment vous faisiez? Alors, et déjà, quand une planification d'un joueur est faite, c'est très compliqué de faire la planification à 3 ou 4 mois. Parce qu'en fait, tout dépend de l'évolution du joueur. C'est-à-dire, s'il perd au premier tour d'un tournoi, du Grand Chelem par exemple, ben forcément, il faut organiser la suite différemment que s'il est en deuxième semaine. Donc, on va dire, ils ont des grands axes, ils ont des tournois de préparation. Et après, en fonction de l'état de forme du joueur, en fonction des résultats, il peut y avoir 1 ou 2 tournois qui se rajoutent ou qui sautent pour récupérer davantage. Et surtout, les phases d'entraînement, on les a souvent sur les changements de surface. Par exemple, quand on passe du dur à la terre battue, c'est vrai que là, après Miami, on passe à la terre battue. Il faut toujours une période pour préparer le joueur au niveau également musculaire au changement de surface. Et par contre, quand on passe au gazon, en fonction du résultat du Roland, souvent la période elle est beaucoup plus courte. Là maintenant, il y a 3 semaines entre Roland et Wim. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait 2 tournois de préparation. Donc c'est vrai que des fois, le premier tournoi, il sautait pour s'entraîner correctement sur gazon, faire tout le travail préventif nécessaire au jeu sur gazon. Et donc, des fois, il y avait un seul tournoi de préparation avant Wimbledon. Donc, voilà, ça dépend. Et après, ça dépend également de l'évolution du classement. Les joueurs qui sont bien classés, s'ils ne perdent pas de points, et s'ils sont tableaux, par exemple, dans les grands chelems, c'est différent que s'ils doivent aller gagner des points pour être tableau. Donc là, du coup, voilà, il faut prendre également l'évolution du classement en compte dans la planification des tournois. Donc, ouais, je vois. Et donc, du coup, je repars à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu travailles pour l'Académie de Patrick. Et donc là, assez jeune finalement. Et là, du coup, qu'est-ce que tu as pu avoir comme expérience à ce niveau-là? C'est-à-dire, quelle personne tu as pu accompagner? Qu'est-ce que tu en as tiré justement? Comment c'est, enfin, la suite, quoi. La suite de cette historique-là. Alors en fait, j'ai commencé une année au mois d'octobre et puis j'avais pris mes premières vacances au mois de mars. Donc j'étais parti en vacances et puis le directeur sportif il m'appelle et il me dit voilà, il faudrait que tu partes si tu peux rentrer rapidement. On a besoin de toi sur le tournoi de Miami. Donc je suis rentré rapidement, je suis parti tout de suite à Miami et les premières joueuses que j'avais c'était Aravan Rezaï à Miami. Et puis, j'avais également Latisha Chan, qui était, à l'époque, elle était joueuse de simple et de double. Après, elle a arrêté le simple pour faire uniquement du double et elle avait fini numéro 1 mondiale en double. Donc, en fait, c'était mon premier déplacement, ma première expérience, on va dire, au haut niveau. Et c'était pour le tournoi de Charleston et un autre tournoi qui n'existe plus en Caroline du Nord. Je ne me souviens plus le nom, mais il a été très rapidement sorti du calendrier WTA. Ok. Et donc, du coup, c'est cette expérience-là avec 2 femmes. Est-ce que de toujours, ça a été pour toi quelque chose qui était plus facile avec les femmes ou peu importe?
Tu vois Non, des diffs en plus? Ouais, enfin, même des diffs, il doit y en avoir, ça c'est sûr. Surtout les problèmes, on va dire, pas des problèmes, mais ce qui nous diffère des femmes, évidemment. Mais est-ce que tu vois des différences? Est-ce que tu as une sensibilité différente? une sensibilité, je ne sais pas. Après, je dirais que c'est plus facile peut-être de travailler avec des hommes parce que les femmes, c'est vrai que des fois, c'est pas que c'est particulier, mais entre elles, on va dire, elles n'ont pas la même relation entre les joueuses qu'entre les joueurs. Oui. Par exemple, les joueuses, elles n'aiment pas forcément jouer entre elles la veille d'un match. Ouais. Elles demandent plus souvent à avoir un sparring. Alors que les joueurs, je pense qu'ils ont pas de souci à jouer entre eux. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui va gagner et l'autre va perdre qu'ils vont être touchés, on va dire, mentalement pour le lendemain, le match. Alors que chez les filles, ça, on le voit quand même, on le voit plus souvent. Elles n'aiment pas trop s'entraîner entre elles ou faire des points la veille d'un match. Parce qu'elles peuvent être touchées. Après, au niveau du physique, je veux dire, il y a d'autres choses à prendre en compte chez les femmes par rapport aux hommes. Il y a peut-être plus l'aspect psychologique, je dirais, chez les femmes par rapport aux hommes. Quand je parle d'aspect psychologique, c'est peut-être plus le fait de mettre en confiance les joueuses par rapport aux joueurs. Les joueurs, dans la plupart du cas, ils savent où ils sont. On peut y aller un peu plus qu'avec les joueuses. Des fois, on passe plus de temps à parler pour les mettre en conditions psychologiques pour le match. C'est peut-être la différence. Voilà. Mais après, en termes de contenu, les choses que tu leur proposes, c'est pareil. Ben, en fait, le contenu va dépendre du joueur. Oui, Du voilà. joueur ou de la joueuse. Mais il n'y a pas un contenu spécifique aux femmes qui va être différent des hommes. Non, c'est juste après. Non, pas du tout. Il faut juste adapter, en fait. Il faut Ouais. adapter. Il y a juste des routines, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont faire certaines routines et d'autres joueurs qui en font d'autres. Donc voilà, ça dépend vraiment du profil du joueur ou de la joueuse. Voilà. Après, le travail préventif, il est le même pour tout le monde. Et c'est juste au niveau de la charge, par exemple, ou du volume. Là, effectivement, il peut y avoir une différence entre les joueuses et les joueurs. Ça, on en parlera sur la dernière partie, ça. Et donc, du coup, si pour rejoindre l'historique, donc après cette première expérience, comment ça a évolué, comment ça a évolué jusqu'à maintenant, en fait, finalement? En fait, donc après, quand on est rentré, je me suis occupé d'Anastasia Pavlyuchenkova, qui était championne du monde junior, qui avait, je crois, 16 ans. Et donc, je suis resté avec elle un bon moment. Et après, c'est vrai que principalement, je me suis occupé de joueurs et joueuses professionnelles. Donc, j'ai énormément voyagé. J'ai voyagé plus de 35 semaines à peu près dans l'année. Donc, c'est quand même beaucoup sur plusieurs années. Voilà. Et quand je revenais à l'académie, j'avais des joueurs. Alors, soit des fois, j'avais les joueurs avec lesquels je me déplaçais qui revenaient pour s'entraîner. Ou des fois, j'avais d'autres joueurs là-bas. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps et d'énergie, tous les voyages. Ouais, je me doute. Et du coup, là, aujourd'hui? Aujourd'hui, alors là, au niveau familial, donc on a eu une deuxième fille il y a 3 ans. Donc, ça fait depuis 3 ans que je ne voyage plus. Donc, j'ai des sportifs professionnels sur la Côte d'Azur, là où j'habite, dans le tennis et dans d'autres sports. Et j'ai également des joueurs qui ne sont pas professionnels, mais qui sont jeunes et qui veulent progresser. Donc, voilà, j'ai suffisamment voyagé pendant pratiquement 12-13 ans. Donc là, maintenant, c'était le temps de se poser un petit peu et peut-être que je vais revoyager un petit peu à partir du mois prochain. J'ai des demandes de temps en temps. Donc là, j'ai une demande qui est intéressante. Donc voilà, à voir. Je suis en train de discuter avec l'agent. Mais c'est vrai que repartir 30 semaines, c'est vraiment plus faisable. Voilà, c'est pas faisable. Ou quand les enfants seront plus grands. Exactement, ou peut-être quand ils sont plus grands. Voilà. Ouais. Mais après, voilà, quand on voyage, quand même, les gens ne se rendent pas trop compte. Ils se disent, ouais, mais c'est super, tu vas à Indian Wells, tu vas à l'Open d'Australie, tu vas en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est vrai que c'est très bien, mais on n'y va pas pour visiter. On est soit à l'hôtel, soit au site pour s'entraîner ou avec les kinés pour la récup. Et une fois que le tournoi est fini, on ne tarde pas, on rentre, on prend quelques jours, on repart à l'entraînement. Donc, c'est vrai que c'est super de connaître ça, mais après, il faut trouver un équilibre entre le boulot, la famille
Et ce n'est pas évident d'avoir un équilibre familial si on voyage plus de 30 semaines dans l'année. C'est presque pas possible. Donc voilà, il faut faire des choix à un moment donné dans sa vie. Et puis, c'était venu le moment de ne plus voyager. Je travaillais toujours avec des joueuses professionnelles, un petit peu comme ça, à distance de temps en temps, ou qui venaient ici 1 ou 2 semaines pour faire des semaines d'entraînement. Et puis, comme ça, c'était très bien. Donc là, au jour d'aujourd'hui, tu privilégies les personnes locales. Donc, tu ne fais pas du coaching ou de l'accompagnement à distance. Alors, non, pas pour l'instant. Ouais. Non. Je choisis les joueurs avec lesquels voilà, je veux travailler en fonction de leur état d'esprit, de leur envie et du cadre familial qui, pour moi, est également primordial. Ouais. Ça, pareil, on en parlera sur la partie 4. C'est lié. Donc, OK. Donc, on conclut cette première partie.